Bonjour à tous, je suis Chloé Marbach et vous souhaite la bienvenue sur le podcast Pirate. Avec Pirate, vous partez avec moi à la rencontre d'entrepreneurs qui nous racontent leur aventure sans tabou. Et pour cet épisode, ce n'est pas un, mais deux entrepreneurs qui partagent avec nous leur retour d'expérience. Guillemette et Louis Erard ont respectivement créé Maison Guillemette et Ircus, deux marques de prêt-à-porter que vous connaissez certainement. Et dans la vie personnelle, ils sont mari et femme. Alors autant vous dire que nous avons beaucoup parlé de l'impact de leur vie professionnelle sur leur vie perso, et les conseils qu'ils nous partagent peuvent réellement s'appliquer à nombre d'entre nous, que vous soyez entrepreneur ou non. Et avec les fêtes de fin d'année qui approchent, que vous soyez à la recherche de votre tenue du jour J ou d'un cadeau à offrir, je vous invite franchement à jeter un œil aux jolies confections de ces deux marques, que ce soit sur internet ou directement dans leurs boutiques respectives. D'ailleurs, la boutique Maison Guillemette ouvrira officiellement ses portes à partir du 20 novembre prochain, 34 rue de la Victoire dans le 9e arrondissement de Paris. Alors courez-y vite pour retrouver les créations de Guillemette. Et si vous n'aviez pas de quoi noter l'adresse, pas de souci, vous retrouvez toutes les notes de l'épisode en barre d'infos. En tout cas, je tenais à vous dire un grand merci à vous, chers auditeurs, d'écouter ce 11e épisode de Pirate. Et si vous appréciez le podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous pour continuer à le faire vivre. Merci beaucoup et bonne écoute. Bonjour Guillemette, bonjour Louis Erard et bienvenue sur Pirate le podcast. Bonjour Chloé. Bonjour Chloé. Alors, tout d'abord, je voulais vous dire un grand merci pour avoir tous les deux trouvé un créneau pour cet échange. Vous avez tous les deux créé des marques que j'affectionne particulièrement. Donc, je suis vraiment super contente d'avoir la chance de vous recevoir sur le podcast. Et justement, pour commencer, donc toi, Guillemette, tu es la fondatrice de la marque de prêt-à-porter et accessoires couture qui porte ton nom, Maison Guillemette. Et toi, Louis Erard, tu travailles également dans le secteur de la mode, car tu es le cofondateur de Ircus, accessoires et pulls en cachemire haut de gamme. Et dans la vie personnelle, vous êtes mari et femme. Alors, pour commencer, j'aimerais savoir comment est-ce que vous êtes rencontrés? Alors nous, on doit notre rencontre à une autre jeune marque qui s'appelle Ast, parce qu'il y a 5 ans, on a ouvert une boutique éphémère avec eux, et c'est Ast qui a fait le lien et la démarche de réunir Ircus, Maison Guillemette et Ast, et donc c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. D'accord, très bien. Toi, Guillemette, donc pour faire un petit peu les présentations, toi, tu as travaillé précédemment chez Chanel, Saint-Laurent ou encore Hermès avant de lancer Maison Guillemette. Et toi, Louis Erard, j'ai vu que tu as fait des études d'ingénieur, que tu es passé par la Sorbonne. Mais est-ce que vous pourriez vous présenter rapidement, s'il vous plaît ? Du coup, effectivement, j'ai eu la chance de travailler pour des grandes maisons de luxe françaises pendant mes études et après mes études. Ce sont des expériences que j'ai vraiment adorées parce que c'est des maisons exceptionnelles avec des histoires hyper riches et un vrai sens du détail. Mais de fil en aiguille, l'envie d'entreprendre s'est dessinée, notamment parce que j'adorais créer. J'avais fait en parallèle une école de commerce et du coup, l'entrepreneuriat était un peu la solution pour allier les chiffres et la créativité. Et donc moi, je m'appelle Louis Erard, j'ai 31 ans, donc je suis le mari de Guillemette. On est aussi les parents d'un petit Alphonse qui a 6 mois. Et donc moi, j'ai cofondé Ircus avec un ami en 2014, en septembre 2014. Et auparavant, après des études d'ingénieur et un master de finance, j'ai travaillé 3 ans dans une boîte de conseil d'investissement spécialisée dans l'immobilier. Et un peu pareil que Guillemette, la volonté depuis toujours de monter ma structure m'a poussé à monter Ircus avec mon associé et cofondateur d'aujourd'hui. Super. Est-ce que, Louis Erard, tu pourrais nous présenter un petit peu Ircus et nous expliquer ce que c'est concrètement ? Ouais, donc Ircus, c'est une marque française qui est spécialisée dans le cachemire. Donc on fait tout ce qui tourne autour du cachemire. Notre produit de cœur, bien sûr, c'est le pull, mais on fait aussi tout ce qui est accessoires, donc les écharpes, bonnets, gants, tout ce genre de produits. On fait aussi des chemises, des manteaux. Voilà. Donc l'idée de la marque, c'est vraiment d'être une marque spécialiste autour du cachemire et de proposer en fait une qualité haut de gamme à un prix accessible. Et ça, on y arrive parce qu'on a décidé de distribuer nos produits que dans notre réseau de distribution à nous, donc nos boutiques et notre site internet, et en fait de supprimer tous les intermédiaires de vente qu'on peut trouver aujourd'hui. Donc ça peut être les grands magasins ou des revendeurs pour aller du plus vite possible entre l'usine et le consommateur final. Notre volonté, c'est vraiment d'être un acteur spécialisé et majeur sur le cachemire avec la volonté de proposer des produits haut de gamme mais à un prix qui reste accessible.
Ok, et alors du coup, ça m'intéresserait de savoir comment est-ce que ça t'est venu l'idée de te lancer dans cette aventure avec ton ami. Alors en fait, l'idée de base, c'est plutôt mon associé qui l'a eu, à vrai dire. Et alors en fait, lui comme moi, on était, on peut dire entre guillemets, amoureux des belles choses en général et aussi consommateur de cachemire. Et à cette époque-là, donc en 2014, on n'avait pas forcément les moyens de se payer des pulls à des prix 300 à 400 euros. Et on trouvait que le marché du cachemire, c'était un marché qui était hyper classique. Pour pas le citer, à l'époque, il y avait quasiment que Bompard qui proposait du cachemire et certaines maisons, on va dire, plus mainstream comme Uniqlo, Galeries Lafayette, mais avec des produits très standards. Et on a voulu vraiment créer une marque, entre guillemets, à notre image, avec des produits, on va dire, un peu plus modernes, une image de marque plus moderne, et avec cette volonté de proposer de la qualité, mais à un prix qui reste accessible. Et alors toi, Guillemette, est-ce que tu peux nous présenter le concept de Maison Guillemette, qui fait aussi ta différence, tu as ta petite touche à toi, et puis aussi comment t'es venue l'envie de créer ta propre marque après être passée dans des grandes maisons comme celle que tu as annoncée tout à l'heure. Alors donc Maison Guillemette, c'est avant tout du prêt-à-porter et des accessoires habillés. Notre credo, c'est d'habiller les jolis moments de la vie. On dit souvent que nos produits ont une touche un peu couture. On fabrique principalement en France et un petit peu en Italie notre prêt-à-porter. Et pour toute la partie accessoires et bijoux, tout est fabriqué au sein de notre atelier. Et on a à cœur d'essayer de choisir au maximum des fournisseurs à 95% européens. Et après, on essaye de travailler avec un doreur parisien, un graveur parisien. Bref, de privilégier les circuits courts et aussi d'essayer au maximum de faire travailler des maisons qui ont une histoire. Je pense par exemple à un fabricant de tissus lyonnais, parce qu'on a aussi conscience que c'est en les faisant travailler que ces maisons vont perdurer, et on a envie de faire perdurer tous ces savoir-faire qui peuvent exister dans notre pays. Et alors du coup, comment t'es venue l'idée de lancer ta propre marque ? Alors l'idée, je crois que je l'avais déjà depuis un petit moment, parce que j'ai toujours bien aimé utiliser mes 10 doigts. Après, effectivement, j'ai fait une école de commerce et au départ, je voulais être acheteuse en prêt-à-porter de luxe. Donc c'est vrai que j'avais plus construit mon parcours en ce sens. Et puis finalement, l'envie de créer s'est quand même affirmée et petit à petit, la vie est bien faite, mais les choses se sont enclenchées pour me pousser vers cette voie. Et c'est comme ça que le projet Maison Guillemette s'est dessiné. Donc j'ai commencé avec seulement des bijoux et des accessoires. Et puis de fil en aiguille, il y a presque 3 ans, j'ai lancé un premier modèle de prêt-à-porter qui était un petit haut noir, un peu la vision de la petite robe noire, mais sur un petit haut. Et l'idée de ce petit haut, c'était de faire un top multifonction. Donc la cliente pouvait ajouter des épaulettes en dentelle à ce petit haut, ajouter une broche en pierre de cristal. Bref, elle avait plusieurs façons de porter son modèle. Et en fait, cette expérience autour de ce petit haut qui était éventuellement faite pour être juste un one-shot a réellement plu à nos clientes. Et à partir de ce moment-là, Maison Guillemette a évolué vers le prêt-à-porter, ce qui me convenait bien, parce que pour moi, c'était une façon de revenir à mes premiers amours que j'avais pu connaître chez Chanel en travaillant au prêt-à-porter. Super. Et du coup, si je comprends bien, au final, vous êtes lancés tous les deux dans l'entrepreneuriat de votre côté avant de vous rencontrer. Et c'est grâce à vos aventures chacun de votre côté, et en l'occurrence grâce à cette capsule que vous avez fait ensemble, que vous avez eu l'occasion de vous rencontrer. C'est bien ça ? Alors, pas tout à fait, parce que la capsule qu'on a fait ensemble, on se connaissait déjà, on sortait déjà ensemble d'ailleurs. Donc, notre rencontre, elle a vraiment été liée à une boutique éphémère qui avait été proposée par la marque de chemises Ast. Et vu que Ast a sollicité d'un côté Ircus et d'un côté Maison Guillemette pour participer à cette boutique éphémère, et qu'on a tous les deux accepté, et bien le charme a opéré derrière, et voilà, la suite de l'histoire a fait son chemin. Voilà, et a amené un petit Alphonse. Exactement. Et alors, la question qu'on se pose tous, et je sais qu'on vous la pose tout le temps, mais comment est-ce que vous faites pour être entrepreneurs tous les deux ? Alors ça, au final, nous on nous la pose souvent aussi cette question. Et en fait, je ne sais pas si on peut vraiment y répondre, parce qu'en fait, comme on s'est connus, on avait tous les deux nos marques.
On s'est toujours connus avec chacun nos marques. Et ben en fait, on a toujours été habitués à avoir notre couple et chacun notre société. Donc en fait, pour nous, c'est un peu une évidence de se connaître et de chacun être entrepreneur. Puis c'est peut-être aussi ça qui nous a séduit chez l'autre. C'est vrai que nous, c'est une question, enfin c'est une réponse correcte. C'est un peu tout ce qu'on connaît et c'est un peu une évidence pour nous. Ça se passe plutôt bien. Donc. Mais d'ailleurs, c'est peut-être une réponse qui est bon signe pour tous ceux qui auraient envie de se lancer. C'est-à-dire qu'en fait, quand on connaît que ça, on peut pas vraiment évaluer dans quelle mesure ce serait différent d'être tous les deux salariés, par exemple. Non, ouais, bien sûr. Et est-ce que vous avez quand même une organisation particulière? Parce que j'imagine que parfois, t'as des gros coups de rush. Enfin, tu me diras, c'est un petit peu la même chose aussi parfois quand tu es salarié. Mais comment est-ce que vous arrivez à gérer ces pics d'activité, ces déplacements potentiels? Est-ce que vous avez une organisation particulière tous les deux? Je pense que principalement, on communique énormément et on essaye d'anticiper. Alors c'est peut-être plus moi qui gère l'organisation du couple et entre guillemets de la maison. Donc c'est moi qui vais parfois aller chercher les infos auprès de l'URH pour savoir quelles sont les échéances côté IRCUS pour être sûr qu'on n'ait pas prévu un voyage ou une grosse OP au même moment, histoire que les agendas deviennent pas électriques. Mmh. Mais c'est sûr que avec une bonne communication, on arrive à s'organiser et avec une bonne organisation en général, les choses se passent plutôt bien. Aujourd'hui, en l'occurrence, donc vous avez un enfant donc qui est tout petit et si je me trompe pas, vous venez de partir vivre à Reims. Ouais. Et je voulais savoir, au moment où vous avez pris la décision d'avoir un enfant, de déménager, comment est-ce que le fait d'être entrepreneurs tous les deux a eu un impact sur ces choix de vie? Alors nous, on a toujours su qu'on avait envie de fonder une famille. Après, à partir du moment où on a décidé qu'on était prêt à devenir parents, Alphonse, il s'est pas fait désirer. Il est arrivé très très vite. Et du coup, la question qu'on s'est posée, c'était de savoir où on allait habiter avec notre famille. Et la décision de partir à Reims, d'une certaine façon, elle s'est pas faite sur un coup de tête, mais un peu sur un coup de cœur. On a eu un coup de cœur immobilier qui nous a poussé à prendre la décision de se dire que c'était réalisable. Bon, alors forcément, en étant tous les deux entrepreneurs, je pense qu'on a un peu cette philosophie de se dire avant de dire jamais ou avant de dire impossible, prenons le temps de réfléchir à dans quelle mesure c'est possible. Et en fait, encore une fois, avec une bonne organisation, on s'est quand même rendu compte que c'était envisageable de partir vivre à Reims, notamment parce que Reims, c'est pas très loin de Paris. Nous, on habite juste à côté de la gare de Reims, donc on met 45 minutes à rejoindre la gare de l'Est et nos bureaux sont proches de la gare de l'Est. Du coup, au quotidien, notre organisation, c'est qu'on va chacun 4 jours à Paris. On y va les mêmes jours, le lundi, le mardi et le jeudi. Le mercredi, c'est l'URR qui y va et le vendredi, c'est moi. Et bon, évidemment, on est aidés au quotidien, c'est-à-dire qu'Alphonse va à la crèche et les jours où on est tous les deux à Paris, on a une nounou qui prend le relais le matin et le soir pour nous permettre de prendre le train. Donc dans les faits, c'est certes une organisation hyper rodée, mais finalement à 8h15 on est dans le train, donc on commence nos journées plus tôt que l'heure à laquelle on les commençait quand on était à Paris, parce que à 8h15 on est devant notre ordinateur dans le TGV, alors qu'à Paris parfois on peut avouer qu'on était parfois à peine levé. Et le soir, on est à 19h30 à la maison, donc c'est nous qui donnons le bain et le biberon à notre bébé. Donc finalement, on a trouvé un équilibre qui est assez agréable. Oui, finalement, en termes de transport, vu que vous êtes à côté des gares, ça vous fait un temps de transport moyen, comme un peu tous les Parisiens qui ont entre 30 et 45 minutes de transport tous les jours. Voilà, même si on a plutôt un petit peu plus d'une heure de transport le matin et le soir, mais vu qu'on peut travailler dans le train, effectivement, finalement, on prépare nos journées dans le train. On les boucle dans le train et j'ai presque envie de dire qu'on rallume moins notre ordinateur le soir que ce qui pouvait parfois arriver finalement quand on était à Paris, parce qu'il n'y avait pas vraiment ce sas de décompression. D'accord. Et vous réussissez à déconnecter les week-ends aussi? Ouais, ça je pense qu'aucun entrepreneur, enfin j'en connais pas beaucoup qui arrive à déconnecter vraiment, que ce soit en week-end ou pendant les vacances. Alors c'est peut-être un peu moins vrai chez Guillemette, mais moi, Ircus, on a 4 magasins à Paris. C'est très rare qu'il n'y ait pas un coup de téléphone un samedi ou un dimanche d'une des boutiques parce qu'il se passe toujours quelque chose. Donc malheureusement, on est vite rattrapé par le boulot et même s'il n'y a pas, même si le boulot nous rattrape pas,
Je pense que nos caractères, faut que on y pense un peu tout le temps. C'est aussi ça l'entrepreneuriat, c'est je pense jamais vraiment de pause. On est à la fois tout le temps au boulot et à la fois jamais au boulot parce que le boulot c'est un peu comme une passion, c'est nous donc on y est c'est ça un peu tout le temps et jamais donc alors je pense quand même qu'avec le temps on arrive quand même maintenant plus à vraiment faire des coupures que avant. Moi je sais qu'avant c'était impossible pour moi de pas travailler tous les jours on va dire les 2-3 premières années. Maintenant c'est un peu moins le cas. L'été quand on est en vacances j'arrive vraiment pour le coup à prendre des vraies vacances et à quasiment pas regarder mon ordinateur et mes mails. Mais bon, pour autant, le week-end, c'est généralement, même si on travaille pas, il y a quand même une petite partie de notre cerveau qui est toujours connectée au boulot, quoi. Ouais, je comprends. Et à la maison, comment est-ce que ça se passe quand vous vous retrouvez tous les deux ? Je me posais la question si finalement, d'autant plus que vous travaillez dans le même secteur d'activité, et c'est surtout pour ça que je pose la question, je voulais savoir si vous réussissiez à avoir des discussions qui sortent un peu, tu vois, de vos emplois respectifs, ou si vous en parliez quand même assez souvent. Et puis, en parallèle aussi, savoir est-ce qu'il y a vraiment une différence quand on est un couple de 2 entrepreneurs qui travaillent dans le même secteur d'activité ou quand on est un couple d'employés lambda, entre guillemets. Déjà, nous, il y a quelque chose qui est particulier, c'est qu'en plus de passer notre vie ensemble, on partage nos bureaux ensemble. Donc c'est vrai qu'on passe notre journée ensemble, c'est-à-dire que le matin on travaille ensemble, on prend le train ensemble et on partage les mêmes bureaux à Paris. Ah, je savais pas. Donc donc on passe vraiment notre vie ensemble. Donc l'avantage qu'on a au bureau, c'est qu'au final, quand on a envie de parler de quelque chose, l'autre est jamais très loin. Donc en fait, on arrive à échanger un peu toute la journée au bureau. Si on a même parfois besoin de conseils, de questions sur un sujet ou quoi, l'autre est jamais trop loin. Et en fait, ça, je pense que ça nous permet le soir, quand on rentre, en fait, on a déjà passé beaucoup de temps ensemble et tous les petits sujets qu'on aurait aimé aborder relatifs au boulot, on a déjà eu le temps de les aborder dans un environnement vraiment pro. Et du coup, le soir, en fait, très honnêtement, on arrive quand même pas mal à parler d'autres choses que du boulot, sauf cas exceptionnel, mais bon, généralement, quand on arrive à la maison, en plus là, avec le fait d'avoir un petit bébé, on profite quand même pas mal de notre vie de famille et donc on arrive quand même pas mal à couper le soir et les week-ends, même si bien sûr on en parle, mais je pense comme n'importe quel couple peut parler avec son mari de son boulot, mais en fait d'une certaine façon si on s'y remet le soir ça va presque être pour un vrai sujet, c'est-à-dire qu'on peut en revanche se solliciter pour s'aider sur un sujet, un projet en cours et du coup là on va plutôt s'y remettre une demi-heure, 1 heure et j'ai envie de dire plancher dessus quoi. Mmh. Et alors le fait d'avoir des bureaux ensemble, comment est-ce que c'est venu, puisqu'au départ vous aviez chacun vos bureaux de votre côté, et comment c'est venu le fait d'avoir vos bureaux tous les deux au même endroit ? En fait on s'est vite rendu compte que ça allait avoir des avantages. On serait plus fort finalement à 2 entreprises déjà pour louer des bureaux. Au départ, on n'avait pas forcément besoin de grands bureaux, donc c'était aussi une façon de trouver un endroit sympa et de pouvoir le partager. Aujourd'hui, c'est un petit peu moins vrai parce que nos équipes sont un peu plus grosses, donc on pourrait être chacun de notre côté, mais finalement ça fonctionne bien, ça crée aussi une ambiance. Ça permet aussi à nos équipes de partager et de s'aider et du coup ça fonctionne hyper bien. Vous avez combien d'employés au total ? Nous, chez Hercus, on est une petite quinzaine. Et nous, on est 7 sur Maison Guillemette. Donc après, voilà, au bureau, ça permet effectivement aux équipes d'échanger et c'est vrai que c'est assez sympa de les voir s'entraider sur certains sujets. Non, mais complètement. En fonction des projets. Ouais, ça doit créer une émulation entre eux. Et alors, est-ce que par exemple, il y a des personnes qui sont sur les 2 entreprises ou est-ce que c'est vraiment délimité ? Non, ça on y avait pensé sur des postes un peu techniques ou quoi, où on n'avait pas forcément des besoins à 100%, puis finalement on l'a jamais fait. Et ça, pour le coup, je pense que c'est quand même quelque chose qui est assez difficile à mettre en place parce que c'est-à-dire réussir à se répartir le temps de travail de manière parfaitement équitable et ne jamais avoir besoin de la personne au même moment. Donc, sur le papier, ce serait super. Dans la réalité, je sais pas si ça serait vraiment faisable. Pour autant, ça arrive très souvent que, par exemple, quelqu'un de chez Hercus aille donner une compétence qu'il a aux équipes Maison Guillemette et inversement, quoi. Donc ça, on le fait. Mais de là à partager une personne, je pense que ce serait assez compliqué. Et je pense même que pour le salarié, la lecture du poste, elle serait pas forcément facile, quoi. Ouais, je comprends.
Je me demandais si, parce que vos marques, elles existent depuis quand même un certain nombre d'années. Pour autant, on parle souvent de l'instabilité financière que peuvent avoir, que engendre la situation d'être entrepreneur. Je voulais savoir si vous, aujourd'hui, financièrement, vous avez des revenus qui sont stables, et sinon, en fait, comment est-ce que vous faites pour gérer cette insécurité qu'il peut y avoir face à cette variation de revenus mensuels? L'aspect financier chez l'entrepreneur, que ce soit pour sa situation personnelle ou sa société, c'est quand même le point le plus stressant entre guillemets. Alors nous, quand on a lancé nos marques, on n'a pas réussi à se payer dès le premier mois. Alors pour le coup, Guillemette, toi très vite, tu as réussi à te dégager un salaire. Nous, chez Ircus, on avait une volonté de se développer très très vite avec des boutiques, donc avec des investissements qui étaient quand même assez lourds. Donc assez vite, on aurait pu se payer. On a fait le choix de pas se payer tout de suite pour tout réinvestir et grossir le plus vite possible. Donc au début, c'est vrai que même si on va dire les premiers salaires qu'on se dégageait, on était loin de ce qu'on aurait pu avoir si on avait poursuivi une carrière professionnelle. Ouais. Et puis on était on se versait, on va dire, le minimum pour vivre, quoi. Donc c'est sûr qu'avec Guillemette, on a vécu pendant 2 ou 3 ans dans un 28 mètres carrés au 6e étage sans ascenseur à Paris. Donc voilà, on peut pas non plus tout avoir, quoi. On peut pas monter sa société et il y en a qui ça a dû arriver, mais dès les premiers mois, se verser des salaires incroyables, quoi. Et puis voilà, nos sociétés depuis, elles ont quand même fait un bon bout de chemin. Et aujourd'hui, je pense que on a la chance, Guillemette et moi, d'avoir 2 sociétés où on sait qu'elles fonctionnent, on est sûr de notre business model, on est sûr de leur viabilité, et aujourd'hui on se verse des salaires qui sont beaucoup plus confortables, qui nous permettent de vivre correctement, d'avoir typiquement acheté une maison à Reims, d'avoir la possibilité d'élever notre petite Alphonse normalement. Donc aujourd'hui on est loin des débuts. Pour autant, c'est sûr que c'est toujours un stress de se dire voilà, aujourd'hui ça va, j'espère que dans 6 mois ça ira toujours encore, que dans 1 an ça ira toujours encore et qu'on arrivera toujours à se payer. C'est sûr que notre salaire aujourd'hui il n'est pas garanti à 100% comme ça pourrait l'être si on était salarié, bien qu'un salarié peut aussi se faire licencier, sa boîte peut aussi faire faillite aussi, donc il y a aussi des risques sur les salariés, mais voilà, c'est quelque chose auquel on pense parfois. Je pense qu'il faut pas y penser trop, et aujourd'hui on a la chance d'avoir des boîtes qui marchent, donc voilà. Après, on est quand même conscient aussi que effectivement, quand vous êtes entrepreneur, si malheureusement il y a des mois vous avez moins de trésorerie, moi ça m'est arrivé, c'est votre salaire qui passe en dernier, donc vous payez d'abord vos salariés et vous attendez 15 jours pour vous payez votre salaire, ou même éventuellement vous le versez en 2 fois et vous attendez le moment opportun pour la deuxième partie. Ça, il est bien évident que malgré tout c'est l'équipe qui passe en premier. Ça, je pense que c'est vraiment un sujet qu'on partage. Et en termes de capital investi au moment du lancement de vos marques respectives, comment est-ce que vous avez fait ? Moi, donc, je suis associé avec Jean-Nicolas, qui est le cofondateur d'Ircus. Alors nous, quand on s'est lancé, on avait des besoins d'investissement qui étaient assez importants, parce que le cachemire, c'est une matière première qui coûte très cher. On ne pouvait pas faire des petites productions, il fallait tout de suite faire des volumes assez intéressants pour que nos fournisseurs nous acceptent. Donc on avait besoin quand même de pas mal d'argent, et on a fait, je veux dire, une levée de fonds, mais c'était pas quelque chose d'énorme. Mais en gros, il y a un investisseur qui est entré chez Ircus dès le départ, et après on a fait rentrer 7 copains au capital sur des petits montants. Mais bon, mis bout à bout, ça faisait quelques dizaines de milliers d'euros. Et moi, à ce moment-là, j'étais encore j'avais une activité professionnelle, donc l'argent que j'ai mis de côté m'a servi à faire mon apport dans la structure. Et donc voilà, c'est comme ça qu'on a trouvé les fonds au départ pour se lancer. Mais c'est sûr que c'était un peu un pari, parce que on n'a pas lancé Ircus avec 5 000 euros, on a lancé Ircus quand même avec beaucoup plus. Et c'était assez engageant de se dire ok, je crois en Ircus. Et en plus, je suis prêt à mettre quand même plusieurs dizaines de milliers d'euros sur la table pour lancer le projet dans lequel je crois, mais dans lequel j'ai pas non plus une certitude absolue, quoi. Et toi, Guillemette ? Alors pour Maison Guillemette, c'était un peu différent parce que déjà c'était pas le même projet au départ. Je faisais vraiment que des accessoires, donc c'était encore une fois des accessoires habillés, donc c'était un marché qui était aussi plus niche, donc ça pouvait être des fleurs cousues à la main qui formaient une couronne. Donc en fait j'étais globalement capable de tout faire toute seule. Donc au début, quand j'ai commencé, je faisais ça dans mon studio, c'est moi qui créais toute la valeur ajoutée entre guillemets du produit à partir de la matière première que j'avais achetée. Donc la mise de départ, elle était quand même beaucoup moins impressionnante que celle d'Ircus.
Après, j'avais eu la chance, moi j'ai fait l'ESCA, et à l'ESCA, ils proposent aux étudiants sortis depuis moins de 5 ans de solliciter une bourse entreprendre, et j'avais eu la chance de remporter cette bourse qui était d'une valeur de 10 000 euros. Donc ça m'a permis de créer mon site internet, d'avoir une petite mise de départ pour faire tout ce qui était les achats de matières premières. Et derrière, vu que j'utilisais mes 10 doigts, effectivement, j'étais quand même un peu plus sécure entre guillemets que Kirkus, et c'est aussi ce qui m'a permis finalement de me verser un salaire plus tôt que Jean-Nicolas et Louis Erard. Au début je me payais le SMIC, mais c'est que c'était moi qui faisais les produits, donc effectivement j'avais pas d'atelier à payer. D'accord. Ce qui est évidemment plus le cas aujourd'hui. Ouais. Et du coup, ton atelier, tu l'as eu combien de temps après t'être lancé officiellement? Alors déjà au départ je travaillais de chez moi, donc à la fois sur la création des bijoux, et ça me servait aussi de bureau. Je recevais même des clients dans mon studio au tout début. Et de fil en aiguille, j'ai loué un bureau qui faisait donc office à la fois d'atelier. J'avais une stagiaire qui m'aidait. Et après, on a commencé à travailler avec des couturières en freelance. Et ça, c'est quand même arrivé assez vite. Je dirais que c'est arrivé la 2e année. D'accord. Et puis aujourd'hui, on a des vrais façonniers sur le prêt-à-porter. Donc ça, pour le coup, eux sont intervenus très très rapidement, parce que forcément on n'allait pas produire des séries de robes toutes seules, c'était pas possible quoi. Donc on a vraiment aujourd'hui des acteurs qui travaillent avec nous et qui sont des ateliers avec qui on avance main dans la main quoi. Mmh. Oh, super. Et alors, on parlait là des variations au niveau financier, mais quand on est entrepreneur, il y a aussi beaucoup de hauts et de bas au niveau émotionnel. Et je voulais savoir comment est-ce que vous faites, vous, en tant qu'entrepreneur, chacun de votre côté et tous les deux ensemble, pour gérer justement toutes ces variations d'humeur? Alors c'est sûr que ça, c'est un point qui est assez important, surtout qu'en fait, l'activité de Maison Guillemette et l'activité d'Ircus, elles sont totalement décalé en termes de saisonnalité. C'est-à-dire que nous, on a un produit qui est vachement hiver, du cachemire, donc on en vend beaucoup en hiver et à Noël. À contrario, Maison Guillemette, alors c'est un peu moins saisonnier qu'Ircus, mais c'est quand même, ça marche plus mieux l'été que l'hiver. Et du coup, en fait, moi, quand je suis en saison hyper bonne, Guillemette, elle est plutôt un peu down, et quand Guillemette, elle est en pleine bourre, moi, c'est plutôt là où c'est un peu plus calme, quoi. Donc, quand moi, je fais des chiffres de malade, Guillemette, c'est là où elle fait ses petits chiffres, et quand Guillemette fait ses gros chiffres, moi, c'est là où pour Ircus, c'est un peu plus compliqué, quoi. Donc ça, c'est quelque chose qui est un peu compliqué à gérer, parce que il faut réussir à se dire, putain, c'est trop bien, l'autre, il a fait une super journée, c'est incroyable, alors que nous, on n'a pas forcément fait une top journée, quoi. Donc ce décalage au quotidien, il est un peu compliqué, et du coup, on est rarement tous les deux en phase sur l'activité, quoi. Donc oui, parce que toi, ton mois le plus exceptionnel, c'est le mois de décembre, et nous, c'est le mois de juin. Ouais. Et c'est vrai que c'est des journées où on peut vraiment rentrer le soir en disant mais c'est génial, ce modèle il a cartonné, on a eu du monde, etc. Donc c'est vrai que c'est assez marrant. Après, au bout de 5 ans, on commence aussi à être capable de se dire bon, n'oublions pas que chacun son tour, quoi. C'est vrai que c'est pas facile. C'est parce qu'il faut accepter de mettre entre guillemets son activité entre parenthèses pour se réjouir de ce qui s'est passé pour l'autre, quoi. Et quoi qu'il se passe dans l'activité, même si on essaie de la mettre de côté, on l'a toujours, elle est toujours hyper présente, quoi. Non mais c'est sûr. Et d'un côté, je me dis, ça doit aussi vous permettre d'avoir un certain équilibre, c'est-à-dire que si jamais l'autre a justement un gros coup de mou, comme l'autre personne est plutôt sur un bon élan, peut aussi se permettre, enfin en tout cas avoir un peu plus d'énergie et de ressources pour aider l'autre à remonter un peu la pente, ou être un peu plus de bonne humeur, entre guillemets. Oui, c'est ça. Je me dis que ça doit quand même un peu s'équilibrer. Mais je pense que ça s'explique aussi par le fait d'avoir conscience que rien n'est jamais acquis. Donc typiquement, quand moi je suis au mois de juin et que c'est une grosse saison pour Maison Guillemette, pour Ircus, il faut encore attendre 3-4 mois avant d'être dans la grosse saison, et inversement, évidemment, la réciproque est vraie. Et donc, je pense qu'on se dit toujours, oh là là, mais et si jamais cette année, je faisais pas la croissance de l'année dernière, ou les objectifs. Voilà, c'est vraiment cette notion, rien n'est acquis. Donc, on garde le cap, et on n'oublie pas que faut continuer à se serrer les coudes pour atteindre les objectifs.
Justement, tu parles de se serrer les coudes. Donc, vous avez fait une capsule ensemble. Et je voulais savoir comment est-ce que ça marche professionnellement, parce que c'est un fait de partager des bureaux. Mais quand vous avez vraiment dû travailler tous les deux sur une capsule ensemble, comment est-ce que ça s'est passé? Et comment est-ce que, au niveau fit professionnel, ça a fonctionné? Alors déjà, je pense que Guillemette et moi, on aime tous les deux les mêmes choses. On a vraiment les mêmes goûts, les mêmes envies au quotidien. Donc là-dessus, on est hyper raccord sur le produit en tant que tel. Après, on a des forces qui sont très différentes. Guillemette, elle est très très bonne en images, en produits. C'est vraiment son point fort. Moi, je suis beaucoup plus à l'aise avec toute la partie business, finance, stratégie, gestion. Donc, bien qu'on aime les mêmes choses, on a vraiment pas les mêmes forces. Je pense qu'on ferait deux très bons associés si on devait monter une boîte ensemble, parce qu'on a des profils hyper complémentaires. Et du coup, on peut pas mal s'aider avec les forces de chacun, tout en sachant que effectivement, on est quand même à 99% toujours d'accord sur le produit, quoi. Donc, Oui, et même sur les décisions stratégiques, c'est certain. Donc là-dessus, on s'aide quand même pas mal avec nos compétences propres. Et puis, c'est hyper rare que vraiment on se dise, bah non, là, je suis pas du tout d'accord avec toi. Moi, ça, j'y crois pas, ou je communiquerai pas comme ça sur cette chose-là. Donc, on est quand même souvent hyper raccord, quoi. Ouais. Et est-ce que pour autant, il y a quand même déjà eu des tensions entre vous liées à vos professions respectives? Des tensions à proprement parler, non. En revanche, je pense qu'on a très vite compris qu'il allait pas falloir se comparer et que la nécessité de prendre du recul sur le projet de chacun était hyper importante. C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. En fait, chaque marque a sa propre histoire, son propre chemin, et c'est pas parce que un bel événement n'arrive pas à l'autre marque ou à l'autre projet qu'il y a eu une mauvaise décision de prise. Typiquement, Ircus a 4 boutiques en 5 ans, c'est un très beau développement et ça peut faire pâlir d'envie. Aujourd'hui, nous, Maison Guillemette, on va ouvrir notre première boutique au mois de novembre, mais il n'y aurait pas eu un sens à ouvrir une boutique il y a 2 ans, par exemple, parce qu'on fonctionnait sur un système de showroom, que ça fonctionnait très bien avec ce côté intimiste, la cliente prenait rendez-vous. Aujourd'hui, ça a du sens d'ouvrir une boutique parce qu'on est arrivé au bout du système showroom et qu'on peut plus offrir assez de tranches de rendez-vous pour satisfaire tout le monde. Mais ça veut pas pour autant dire que le fait que nous, on n'ait pas 4 boutiques, ce soit pas bien. Et inversement, avec Maison Guillemette, j'ai eu la chance d'imaginer un ornement pour une bouteille de parfum de la Maison Guerlain. Et peut-être que des projets comme celui-ci, ce sera quelque chose de moins évident sur le chemin ou le parcours d'Ircus. Donc je crois qu'effectivement c'est hyper important de pas se comparer, parce que si on se compare, de toute façon on essaye de faire ce que fait l'autre et on oublie le projet pour lequel on s'est lancé, et du coup on oublie de garder son cap. Et concrètement c'est facile à faire, enfin vous y parvenez? Moi, je pense qu'aujourd'hui oui. Ouais, et puis encore une fois, comme on aime les mêmes choses, mais on n'est pas construit de la même manière. Je pense que de base, on fait pas les choses pareilles, quoi. Enfin, si on compare Ircus et Maison Guillemette, c'est pour moi 2 marques qui sont très très différentes dans la manière de communiquer, dans la façon de faire. Dans la façon de faire les choses. On est sur le même secteur d'activité, mais pour autant, je pense que si Guillemette devait gérer Ircus et si moi je devais gérer Maison Guillemette, les 2 marques n'auraient plus rien à voir non plus, quoi. Donc, il y a le même socle de valeurs, ça c'est une certitude. Mais après, effectivement, il y a aussi chez Maison Guillemette, je prends l'exemple dans ce sens-là, mais beaucoup de passion. Et voilà, on fait pas des accessoires couture et des robes habillées pour répondre aux mêmes besoins que des pulls en cachemire. Donc effectivement, c'est aussi des créneaux différents. Et pour vous, quand même, la question n'est pas évidente, mais le plus grand défi, ou alors les plus grands défis dans un couple, quand il y a une ou deux des personnes qui sont entrepreneurs, d'après vous, ce serait quoi? La capacité à se mettre à la place de l'autre. Parce que je pense que clairement, c'est ce qui nous a beaucoup aidé. C'est encore une fois ce qu'on disait tout à l'heure dans le fait de pas se comparer. C'est aussi si l'autre il est en difficulté sur quelque chose, il peut réagir différemment de ce que vous auriez pu faire. Et c'est là où c'est hyper important de se mettre à la place de l'autre, d'essayer de comprendre pourquoi il réagit comme ça, d'essayer de comprendre pourquoi il est stressé. À l'inverse, pourquoi il a envie de partager un succès avec nous. Et je crois que ça, c'est vrai, que vous soyez tous les deux entrepreneurs, juste un entrepreneur dans le couple, ou d'ailleurs pas du tout entrepreneur.
Mais voilà, c'est la clé à mon avis pour se comprendre. Ouais, c'est sûr. Et est-ce qu'il y aurait d'autres conseils que vous donneriez à des couples entrepreneurs ou juste à des entrepreneurs? Je dirais qu'il faut bien être sûr dans quoi on s'engage, quoi, parce que c'est quand même quelque chose qui est vraiment hyper engageant, ça prend beaucoup de temps. Alors c'est très très cool de monter sa boîte, on peut avoir l'image à la start-up où on joue au baby-foot et voilà, mais dans la réalité c'est absolument pas ça. C'est quand même des gros moments de doute, beaucoup d'investissement de temps en boulot, en stress, tout ça. Donc je pense que quand on se lance, en plus si on est en couple avec quelqu'un, marié ou pas, mais il faut bien savoir dans quoi on se lance et bien en discuter pour que chacun sache exactement ce qu'il est prêt à donner, ce qu'il est prêt à accepter et tous les efforts que ça va demander. Et après, il faut se donner les moyens de ses envies, quoi. Je pense qu'on n'a pas rien sans rien et on peut tout avoir à mon sens dans la vie. Rien n'est inaccessible. Il faut juste se donner les moyens de ses envies. Et puis voilà, à partir de là, je pense qu'on peut réussir tout ce qu'on entreprend, quoi. Ouais, et je pense, j'ajoute juste une chose, que c'est aussi hyper important de savoir bien s'entourer savoir bien s'entourer et faire attention à suivre son feeling, parce que faut pas oublier quand on monte un projet, faut quand même être un peu sûr de soi aussi, parce que c'est votre projet, c'est votre bébé. Nous, on a coutume de dire que notre premier bébé, c'est quand même Ircus et Maison Lunette. Et du coup, c'est vous qui savez aussi parfois ce qui est bon pour ce projet. Donc, faut savoir s'entourer des bonnes personnes et savoir aussi parfois dire, là, je crois dans ce que je vais faire, donc je vais y aller. Mmh. Et quand tu dis s'entourer des bonnes personnes, tu penses à quoi? Enfin, à qui? En fait, je pense à plusieurs choses. C'est-à-dire que je pense qu'un bon entrepreneur, c'est aussi celui qui sait parfois faire du système D. C'est-à-dire que parfois, la bonne personne, c'est pas forcément le photographe qui a une renommée exceptionnelle, qui va vous coûter super cher. Faut savoir être un peu stratège, en fait, dans les choix qu'on fait. Et donc, évidemment, c'est aussi lié à la gestion du budget d'une entreprise, mais il y a plein de choses et ça nous rend créatifs, en fait, de chercher ce système D. Et c'est sûr que je pense qu'aujourd'hui, tous les deux, si on avait eu beaucoup d'argent dès le départ pour monter nos boîtes, elles n'auraient peut-être pas la même histoire, le même ADN, parce que il y a des choses qui auraient peut-être été moins authentiques, en fait. On parle beaucoup d'authenticité, c'est vrai, en ce moment, parce que c'est ce que les gens vont avoir tendance à rechercher, quel que soit le secteur d'activité. Ils en ont, les personnes commencent, j'ai l'impression, à avoir tendance à se détacher de tout ce qui semble un peu surfait. Et justement, comment est-ce que vous avez fait pour garder cette authenticité, parce que vous êtes des entre guillemets petites marques, mais qui pourtant ont une énorme force de frappe, une énorme renommée, et je trouve qu'on ressent beaucoup justement cette authenticité dont tu parles, et je me demandais un petit peu comment est-ce que vous avez fait, est-ce que vous auriez des conseils à donner là-dessus? Alors moi je me rappelle, pour ce côté authentique, il y a quelque chose qu'on faisait au début, alors on le ferait plus du coup parce qu'on n'a pas le temps de le faire aujourd'hui, mais je me rappelle au tout début, quand on a lancé notre site, les premières commandes qu'on avait, si elles étaient à Paris, on livrait nous-mêmes les clients le soir, après le boulot, pour économiser les frais de Colissimo. Ah oui. Donc on faisait des tournées complètes dans Paris en scooter, et on allait livrer des clients, donc on les appelait, on leur disait si vous voulez on peut vous livrer ce soir. Donc déjà les clients ils étaient hyper contents parce que ils avaient leur commande dans la journée. Et on arrivait chez les clients parfois à 22h, et du coup à notre tête je pense qu'ils devaient se dire c'est bizarre, il a pas la tête d'un coursier habituel, on était hyper souriants ou quoi, et ils nous disaient mais vous travaillez chez Ircus, et du coup on leur disait oui, on est les fondateurs. Du coup les clients ils étaient hyper surpris, et en fait ils étaient hyper contents, et plein de fois ils nous ont invités à boire des verres chez eux. Ils nous disaient rentrez, et du coup on se retrouvait à boire une bière chez nos clients, et en fait c'est ça c'est ce dont ils ont envie, c'est vraiment de savoir ce qu'il y a derrière la marque, et de comprendre en fait ce qu'ils achètent, quoi. Ça on le ferait plus aujourd'hui parce que je passerais mon temps et j'arriverais même pas à livrer tous les clients qu'on a, mais ça nous a vachement servi au début parce qu'on a rencontré nos clients, on a tiré quand même beaucoup de conclusions, tout ça, c'était vachement bien. Et en fait je pense qu'aujourd'hui on continue à garder ce lien avec les clients. Alors déjà nous on va vachement souvent en boutique, typiquement à Noël on est tous les week-ends en magasin pour aller aider nos équipes parce qu'on a un gros rush d'activité, donc on y va hyper souvent, et ça nous permet de garder un lien avec le client, ce qui est à mon sens hyper important. Ouais, c'est sûr. Et après je pense que tout ce qu'on fait aujourd'hui au quotidien dans notre boîte, on le ramène entre guillemets à nous et à nos valeurs à nous, quoi. Et je pense que tout ce que je fais avec Ircus aujourd'hui, c'est toutes les valeurs de la marque, c'est des valeurs qu'on porte aujourd'hui à titre perso, ouais.
Et au final, ça, je pense que le client, il le ressent. Nous, on n'est pas du tout sur, on pousse pas les clients à consommer. Typiquement, nous, on fait jamais de solde, on fait pas d'opération. Là, on arrive bientôt, c'est bientôt le Black Friday, tout ça. Jamais on fait ça. On essaie de faire des bons produits, bien pensés, qui durent longtemps, d'avoir un bon service client, d'être hyper honnête, hyper transparent. Tous nos produits, on explique où ils sont fabriqués, quelle matière on utilise, pourquoi on utilise cette matière. Enfin, vraiment, on essaie de tout détailler. Et en fait, au final, je pense que le client, c'est ça qu'il attend. Et effectivement, c'est hyper important à mon sens. Et je pense que les marques du futur, entre guillemets, ce sera que des marques qui seront capables de répondre à cette entre guillemets, contrainte, mais qui peut devenir une force, qui est, le client, il a besoin de savoir ce qu'il achète. Peut-être pas tous les clients, mais on va dire le client un petit peu avisé, il a vraiment besoin de savoir ce qu'il achète. Et quand on arrive à lui donner les réponses, en fait, ça donne énormément de pouvoir à la marque. C'est vrai que ce que tu dis, ça me fait penser à ta boutique. Enfin, nous, on était allés avec mon mari dans celle qui est à côté de République. Ouais. Et je me souviens que même au sein de la boutique, tout est expliqué, on voit comment est-ce que c'était fait, on voit qu'il y a vraiment ce goût des matières et tout ça. Franchement, ça m'avait vraiment marqué. Et on avait énormément discuté avec la vendeuse qui était là, qui nous a aussi donné d'autres informations supplémentaires. Et pour le coup, tu vois, j'y pensais même plus, mais là, en t'écoutant, ça m'a rappelé ce moment-là. Et c'est vrai que je me souviens avoir ressenti, tu vois, vraiment ce côté très authentique, très simple, vraiment authentique, je pense que c'est le mot. On vous raconte pas de mensonges, quoi. Ouais. En plus, comme on se positionne vraiment en spécialiste, l'idée aussi, c'est de pouvoir répondre à toutes les questions et de pouvoir, entre guillemets, éduquer, pas dans le côté péjoratif, mais voilà, éduquer tous nos clients sur qu'est-ce que c'est le cachemire, d'où ça vient, comment c'est fabriqué, comment on l'entretient, pourquoi tel pull on l'a imaginé comme ci, comme ça. Aujourd'hui, le cachemire, on en trouve partout. C'était moins vrai quand on s'est lancé, mais aujourd'hui, c'est hyper démocratisé. Et moi, j'ai toujours tendance à dire que le cachemire, c'est comme le vin. On peut trouver un vin rouge à 2 € et un vin rouge à 1500 €. Les deux produits, c'est du vin, pour autant, ça n'a rien à voir. Et le cachemire, c'est exactement la même chose aujourd'hui. Donc, je pense que c'est hyper important qu'on puisse expliquer à notre client, qu'est-ce que c'est la force du produit Ircus, pour lui faire comprendre qu'en fait, les deux produits, c'est peut-être deux cachemires, mais entre un produit Ircus et un cachemire à 80 €, c'est au final pas du tout le même produit, quoi. Ouais, c'est sûr. Et entre le moment où vous avez eu cette envie de créer Ircus et toutes les démarches qui ont dû être faites, tu vois, pour trouver les bons fournisseurs et tout ça, et le lancement de la première boutique, il s'est passé combien de temps ? Alors nous, la marque, on a mis 1 an à la lancer. Donc vraiment, quand on s'est dit OK, go, on y va, quoi. Donc on va dire qu'il y a eu 6 mois d'études, entre guillemets, en disant OK, on a cette idée, on va un peu pousser le sujet, une petite étude de marché, tout ça, voir s'il y a une place pour la marque. Une fois qu'on s'est dit OK, go, on se lance, on a mis à peu près 1 an entre trouver les fournisseurs, développer les produits, lancer les productions, développer les sites internet et vraiment lancer la marque d'un point de vue commercial. Donc ça, la marque, nous, on l'a lancée en septembre 2014. Donc vraiment 1 an avant, on a commencé à entreprendre toutes les démarches pour lancer la marque. Et alors nous, en fait, très vite, les ventes physiques ont très bien marché. Donc au début, on n'avait pas de boutique, on faisait que des boutiques éphémères. D'accord. Donc notamment celle où on s'est rencontré avec Guillemette. Et donc on en a fait une toute première en septembre quand on a lancé la marque pendant 3 jours, qui a très très bien fonctionné. Et après on a fait celle donc avec Maison Guillemette et Ast en novembre-décembre 2014. Et là vraiment on s'est rendu compte qu'on avait un produit qui était hyper boutique. Le cachemire c'est doux, les gens quand ils l'essayent c'est confortable. Donc le produit entre guillemets ils vont tout seuls. Et du coup, là, on s'est dit, OK, il faut ouvrir une boutique parce qu'en fait, la vente physique, ça a un vrai sens pour notre produit. Et du coup, on a ouvert en septembre 2015 notre première boutique dans le Marais. Donc, pour les 1 an de la marque, on avait lancé notre première boutique. Ah, super. Et alors, parce que tous les deux, ce qui est intéressant, c'est que toi, dans ton cas, Louis Erard, vous avez entrepris à 2. Toi, Guillemette, t'étais toute seule. Ouais. Est-ce que vous avez un avis ou, parce que souvent, en fait, t'as pas une recette miracle. C'est pas si t'es 2, ça fonctionne bien, et si t'es seule, ça fonctionne pas. Enfin, la preuve avec vous 2. Ouais. Mais qu'est-ce que vous pensez sur le fait d'entreprendre à 2 ou individuellement ? Alors moi, j'aurais jamais pu entreprendre tout seul. Je dis souvent à Guillemette que je la trouve très très courageuse pour ça. Pour autant, je pense que c'est très dur d'entreprendre à 2 et que c'est très compliqué de trouver le bon partenaire. Moi, j'ai eu énormément de chance avec Jean-Nicolas de l'association qu'on a créée. Je pense qu'on se rendait pas compte quand on s'est lancé. On avait 24 ans, on n'avait aucune idée de ce que ça voulait dire. Et au final, on a eu énormément de chance. Ça fonctionne très 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 bien. Donc moi, je dirais que
si on arrive à être deux, c'est à mon avis plus facile au quotidien et je pense qu'on va plus vite en étant deux. Pour autant, c'est très difficile de trouver le bon binôme, quoi. Vous avez mis des choses en place particulièrement pour entreprendre tous les deux, par exemple, tu vois, dans certaines interviews que j'ai déjà faites, on m'a parlé de questionnaires pour voir s'il y avait un fit ou des choses comme ça. Vous avez fait ce genre de choses? Alors nous, on était amis, on se connaît depuis le collège, donc on se connaît vraiment depuis hyper longtemps. On est amis depuis toujours, donc j'ai pas découvert Jean-Nicolas au moment de choisir de l'association. Et en vrai, je pense que c'est entre guillemets, on a eu beaucoup de chance, quoi, parce que on s'est pas posé de questions, on n'avait jamais bossé ensemble, on n'avait jamais, on n'était pas dans la même école, donc on n'avait même pas, je sais pas, fait un projet d'études ou quoi ensemble. On n'avait pas du tout. Lui, il a fait une école de commerce, moi j'ai fait une école d'ingénieur. Moi, je suis très cartésien, lui, il est très sur le feeling. Donc on est vraiment pas du tout pareil, on pense pas de la même manière. Et pourtant, on a une association qui marche vachement. Alors, je pense que le clé du succès, c'est que on a envie des mêmes choses de la même manière. C'est-à-dire que la vision qu'on a d'Ircus, c'est exactement la même. Et on veut prendre le même chemin pour arriver à notre objectif. Et ça, je pense que, à mon avis, c'est la clé du succès. Parce que beaucoup de gens, parfois, soit en fait, quand on creuse, on se rend compte qu'ils veulent pas aller au même endroit. Donc ça, déjà, c'est quand même assez compliqué. Ou ils ont peut-être envie d'aller au même endroit, mais ils n'ont pas envie d'y aller de la même manière, quoi. Et là aussi, à mon avis, ça peut créer des tensions. Et nous, on a par chance envie de la même chose et de réaliser les choses de la même manière, quoi. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est ça qui fait que notre association, elle marche hyper bien, quoi. Et après, la confiance mutuelle qu'on a l'un pour l'autre, quoi. Et toi, Guillemette, ça te manque pas parfois d'avoir un associé? Alors en fait, je pense que Louis Erard, il soulignait un fait assez juste, c'est que quand on s'est lancé, on était quand même assez jeunes. Et donc je pense qu'on n'avait pas vraiment conscience de ce dans quoi on s'engageait, que ce soit Jean-Nicolas, Louis Erard ou moi dans nos projets respectifs. Donc j'ai commencé seule. Après j'ai eu une associée qui était ma belle-sœur qui a rejoint Maison Guillemette. Et malheureusement Pauline a quitté le projet parce qu'elle est partie vivre aux États-Unis avec mon frère et sa famille. Du coup j'ai eu la chance de connaître les deux. J'ai adoré travailler avec Pauline et effectivement je pense que Louis Erard soulignait comment dirais-je la bonne philosophie de collaboration entrepreneuriale, c'est qu'on voulait aller au même endroit et on avait envie d'y aller de la même façon. Après, il se trouve que malheureusement, la vie a séparé nos chemins. Maintenant, je me suis posé la question quand Pauline est partie du coup aux États-Unis de savoir est-ce que je continue seule, est-ce que je cherche une nouvelle associée. D'une certaine façon, finalement, je me suis dit tu t'es lancée seule, t'as relevé le défi. Tu te sépares de ton associé et on s'est séparés à contre-cœur parce que géographiquement c'était compliqué à gérer. Donc t'es capable de repartir toute seule et je suis repartie toute seule et aujourd'hui je le regrette pas parce que finalement c'était peut-être ça le chemin de Maison Guillemette et on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Faut pas se comparer. Donc ce qui était bien pour Ircus, c'était peut-être pas le scénario pour Maison Guillemette et vu qu'aujourd'hui on est une équipe de 7 personnes avec qui ça fonctionne hyper bien, il y a une super ambiance au bureau, je me dis que la recette fonctionne. Super. Bon, et j'aimerais savoir, à la fois pour Maison Guillemette et pour Ircus, quelles sont les prochaines étapes? Alors nous, pour Ircus, on a une vraie volonté vraiment de devenir un acteur connu de tout le monde et reconnu de tout le monde sur le marché français. Donc là, l'idée d'un point de vue distribution, c'est de continuer à ouvrir pas mal de points de vente et de développer beaucoup d'e-commerce parce que c'est quand même notre plus grosse boutique aujourd'hui avec les boutiques physiques. Donc nous, c'est vraiment ça, quoi. Continuer à ouvrir des boutiques, continuer à développer le site e-commerce et puis proposer toujours plus de produits autour du cachemire à nos clients. Alors quand je dis plus, c'est pas forcément en quantité, mais c'est d'essayer d'utiliser le cachemire sur des produits où on n'a pas forcément idée. Typiquement, nous on fait des chemises en cachemire. Quand on dit ça à nos clients, ils sont hyper étonnés. Et je pense que si on arrive à trouver d'autres produits comme ça, ce sera super. Donc voilà. Je valide la chemise en cachemire. Mon mari ne le quitte plus. C'est un super produit. Ouais. Mm. Et du coup, chez Maison Guillemette, les prochaines étapes, bien sûr, c'est l'ouverture de la boutique parce que donc, comme je l'expliquais tout à l'heure, jusqu'à présent, on recevait nos clients sur rendez-vous et aujourd'hui, on est arrivé au bout de ce modèle et il faut qu'on puisse accueillir plus facilement nos clientes et davantage de clientes. Donc, c'est vraiment une nouvelle étape pour nous parce que c'est aussi un nouveau modèle, même si on reste sur une boutique qui va être un peu cachée dans le 9e arrondissement. Donc, il y aura toujours ce côté intimiste. Faut connaître la marque pour venir. Ensuite, on a aussi un début de développement sur le marché japonais qui est assez prometteur. Du coup, wow. Ça fait partie effectivement des jolis challenges qu'on va avoir à relever dans les mois à venir.
Et tu m'étonnes. Et alors attends, j'ai une petite question, comment ça se fait le Japon? Le Japon, en fait, c'est l'histoire d'une rencontre avec une japonaise qui s'appelle Akiko, qui a découvert notre boutique éphémère dans le Marais il y a 2 ans. Et Akiko est entre guillemets tombée amoureuse de Maison Guillemette et elle est repartie au Japon avec cette découverte qu'elle a partagée avec un groupe japonais et à partir de là on commence à être distribué dans des grands magasins japonais. Alors on est vraiment, j'ai envie de dire, à l'esquisse du projet, mais en tout cas, c'est un projet qui pourrait être prometteur et on verra après jusqu'où on suit ce développement. Mais en tout cas, je pars au Japon la semaine prochaine, en l'occurrence. C'est génial. Félicitations. Merci. Et je t'ai coupé du coup, alors je sais pas si tu voulais rajouter d'autres choses. Oui, et sinon on a un dernier projet chez Maison Guillemette qui est un projet moins business, mais un projet qui nous tient beaucoup à cœur au sein de l'équipe. C'est qu'on a décidé de se rendre utile avec nos chutes de tissu. Et du coup, on recycle les chutes de tissu en créant des petites poupées, donc des petites poupées qui sont habillées avec des vêtements Maison Guillemette. Et l'idée, c'est de revendre ces poupées et de reverser l'intégralité des bénéfices à une association qui s'appelle l'association Sparadra, qui vient en aide aux enfants hospitalisés et à leurs familles. C'est super génial. Merci beaucoup à tous les deux. Alors, j'ai ma petite question fétiche sur les citations. Alors, je ne sais pas si vous avez une petite citation à nous partager. Une ou deux d'ailleurs, vu que vous êtes deux. Je ne sais pas ce que vous avez préparé. Moi, j'aime bien. Effectivement, j'ai une citation qui me plaît. Donc, c'est qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit. Et je crois que ça résume bien notre état d'esprit. Faut croire en ses rêves et il faut prendre sa vie en main parce qu'on est les meilleures personnes. On est les mieux placés finalement pour donner à notre vie le tournant qu'on a envie qu'elle prenne. Complètement. Merci beaucoup à tous les deux. Où est-ce qu'on peut vous retrouver ? On peut nous retrouver sur Instagram. Oui, et puis après en boutique pour Ircus, sur nos sites internet respectifs, donc www.ircus.com, www.maisonguillemette.com, et effectivement, on a tous les deux un Instagram de marque où vous pouvez suivre l'actualité respective des équipes Ircus et Maison Guillemette. Ouais, et même si des gens nous écrivent via formulaire de contact. Ouais, ou via Instagram, on n'est pas à 500 au bureau, donc ça arrivera toujours à nos oreilles. C'est sûr. Voilà. Et de toute façon, je remettrai toutes les coordonnées en barre d'infos pour que les auditeurs puissent vous retrouver encore plus facilement. Ouais. En tout cas, merci beaucoup à tous les deux. Merci à toi. Nous, on va se retrouver en backstage, mais l'interview se termine là. Donc vraiment, un très grand merci pour le temps que vous nous avez accordé et tous les conseils que vous nous avez partagés. Votre retour d'expérience en tant que couple entrepreneur est vraiment hyper intéressant. Et je pense que ça peut rebooster ou donner des petites idées à certains auditeurs. Donc merci beaucoup. Et puis, bonne continuation à Ircus et à Maison Guillemette. Et à tout bientôt. Merci Chloé. Merci. Comme d'habitude, vous retrouverez toutes les notes et références de l'épisode en barre d'infos ou sur www.piratelepodcast.com. Et si vous avez des questions, des suggestions ou juste envie de me laisser un petit mot, vous pouvez le faire via les commentaires si vous m'écoutez sur Apple Podcast ou alors m'écrire à l'adresse contact@piratelepodcast.com. À bientôt!